Bonjour à tous ou bonsoir. Alors c'est un genre littéraire un peu particulier, comme le sont d'ailleurs les récits de voyage. Il arrive que les ambassadeurs écrivent leur mémoire. D'abord parce qu'ils n'ont pas tout dit dans leur télégramme diplomatique, et donc ils sont un peu frustrés. Et puis parfois aussi, peut-être que après avoir incarné leur pays aux yeux du monde, avoir été l'immense représentant d'une nation souveraine, eh bien, avant de redevenir monsieur tout le monde, d'être un homme ordinaire, dans leur vie ordinaire, ils ont besoin d'un sas, et l'écriture peut être ce sas. Bonjour Alexandre Orloff. Bonjour. Alors, vous publiez vos mémoires sous un titre qui est faussement simple, parce qu'un ambassadeur russe à Paris, et vous l'avez été si longtemps, il y a si longtemps que vous vous occupez de la France, toute votre carrière a été consacrée à la relation franco-russe, que vous n'êtes pas n'importe quel ambassadeur russe à Paris, vous resterez pour toute une génération l'ambassadeur de toutes les Russies dans notre pays. Vous avez été enfant à Paris où votre famille était venu travailler, avait été nommé. Vous êtes revenu jeune diplomate, vous avez été rappelé à Moscou, vous avez suivi les affaires françaises depuis le ministère des Affaires étrangères. Vous êtes revenu en France au Conseil de l'Europe, à Strasbourg, et puis enfin vous avez été nommé, sommet de votre carrière, ambassadeur. Et maintenant vous continuez, après 9 ans comme ambassadeur, puisque vous vous occupez du dialogue entre les sociétés civiles, c'est ce qu'on appelle le dialogue de Trianon. Vous avez épousé donc la France, ça dure depuis plus de 50 ans. Vous avez encore un peu de tendresse pour la France ? Bah oui, curieusement, j'ai toujours de la tendresse pour la France. Un mariage de 50 ans en général. Le mariage de 50 ans, c'est un peu long. Il y a des mariages même plus courts qui se rompent, mais là, j'ai toujours de la tendresse pour la France, puisque la France est devenue en quelque sorte mon pays d'adoption, et j'ai vécu, si je peux le dire, avec vous, les 50 dernières années de l'histoire de la France. Ah oui. Je peux sans doute comparer, et disons, la France que j'ai découvert en 1971, quand je suis venu pour la première fois travailler à l'ambassade encore soviétique, et la France d'aujourd'hui, ce sont deux Frances différentes, forcément. Le monde a changé. Le monde a changé. Terriblement. On va voir si c'est en mieux ou en pire. On va en parler, on va parler de toute cette histoire, on va parler de votre vie. D'abord, sur le plan personnel, vous avez 2 filles, hein ? Non, j'ai 4 enfants. J'ai 4 enfants. Et vous en avez 2 qui vivent en France ? Ah oui, alors 4 enfants. Mon premier enfant, qui est déjà un garçon de 48 ans, il est né à Moscou, mais il a passé plusieurs années en France avec moi. Par contre, les 3 derniers, 17, 16 et 7 ans, tous sont nés en France et à Strasbourg. D'accord. Parce que Strasbourg, c'est vraiment, je considère, le meilleur lieu au monde pour venir dans ce monde. Vous avez aimé votre expérience multilatérale. Alors d'abord, vous écrivez dans votre ouvrage que les relations entre les 2 pays sont très anciennes, elles ont plus de 1000 ans, qu'il y a d'ailleurs une Anne de Kiev qui est devenue reine de France autour de l'an 1000. En France, on a totalement oublié cette histoire parce qu'on a fait table rase du passé. En Russie, on s'en souvient de ça ? Si, on s'en souvient, puisque, d'ailleurs, c'est une très belle histoire, une histoire très romantique. Anne de Kiev était la fille du prince Yaroslav le Sage, un des grands princes de la Russie, et elle a épousé Henri Ier en 1051. Elle est venue en France. D'ailleurs, c'est très intéressant, quand elle est venue de Kiev à Paris, Paris, c'était une petite bourgade assez sale, et elle écrivait à son père que, oh là là, je me suis retrouvé vraiment dans un trou. Et puis, on a rappelé cette histoire. En 2010, c'était l'année de la Russie en France, on a fait une très belle exposition au Louvre, la Sainte Russie. Elle était vraiment exceptionnelle. Et là, j'ai vu exposer un livre avec 2 signatures, Anne de Kiev et Henri Ier. Ce qui était remarquable, Anne de Kiev a écrit Anne, et Henri Ier a mis la croix. Il était inalphabète. Il ne savait pas écrire. Il ne savait pas écrire. Non, c'est une vieille histoire et très, très intéressante. Il y a eu un film russe sur cette histoire, etc. Alors, vous avez commencé donc votre carrière sous Pompidou et Brejnev, et vous l'avez terminée à l'intérieur du ministère des Affaires étrangères sous Poutine et Macron.
Où est-ce que ça a le plus changé le pouvoir? À Moscou ou à Paris? Je pense que, écoutez, c'est difficile à dire. Je crois que ça a plus changé peut-être à Paris qu'à Moscou, puisque en Russie, quand même, je vois une grande continuité entre l'Union soviétique et la Russie. Bon, les régimes politiques changent, le pays reste. Et la Russie, d'ailleurs, c'est peut-être le seul pays qui a deux adjectifs. Sainte Russie et la Russie éternelle. Bon, pour la Sainte Russie, je ne vais pas commenter, mais la Russie éternelle, si, parce que je crois que c'est un pays éternel. On a des racines très profondes, et je crois qu'il va subsister encore très très longtemps. C'est pour ça que je vois qu'il y a une continuité. Par contre, en France, le pouvoir, c'est toujours Ve République, quand même, toujours la même. C'est toujours l'Élysée. Mais il y a eu le changement de génération. Après Chirac, c'est normal, mais ce changement de génération a apporté quelques nouveautés dans nos relations bilatérales, plutôt pour le pire, puisque des gens comme, je ne parle pas du général de Gaulle, mais Pompidou, Giscard d'Estaing, Mitterrand, Chirac, ils ont vécu la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont eu cette connaissance de l'histoire qui était leur histoire personnelle. Tandis qu'à partir de Nicolas Sarkozy, qui était un grand président, tous les autres, ils ont appris ça par les manuels d'histoire. Ils n'ont pas connu la guerre. Ils n'ont pas connu la guerre. Aucune guerre. Heureusement. Mais vous savez, ça fait une grande différence. Une expérience personnelle. Donc, la langue a changé, il y a beaucoup d'anglais, de globish, l'Empire a disparu, ouais. Non, l'Empire a disparu. La population a changé. La population a changé, oui. La religion s'est estompée. La religion n'a pas changé encore, j'espère, mais elle s'est évaporée, en France. Mais elle s'est évaporée, oui, tout à fait. Alors, au fil de ces années, Fiamment Soudon, ce qui restera de votre passage à Paris, c'est un monument au bord de Seine, du côté de la place de l'Alma. Il y a 3 bulbes d'un doré un peu blême, pâle, en or pâle. Or champagne. Or champagne. Ouais. C'est magnifique. C'est magnifique, mais bon, ça c'est donc la cathédrale de la Sainte Trinité, le centre culturel russe. Il y a toute une épopée sur la construction. C'est vous qui avez mené à bien ce chantier. Et c'est ça dont vous êtes fier? Je suis fier. J'en suis fier, puisque vraiment, j'ai voulu créer quelque chose comme le pont Alexandre III au XIXe siècle. Un symbole voyant de notre amitié, de notre proximité culturelle, religieuse. Alors, Hélène Carrère d'Ancos, qui signe la préface de votre ouvrage, préface flatteuse, pas un mot à retrancher, pas un mot de critique, parle de ce forum de Trianon au service des sociétés civiles et du dialogue franco-russe. Ça recouvre quoi concrètement? Je crois que ça recouvre beaucoup de choses, puisque, si vous voulez, nous avons... nos relations bilatérales sont multifacettes. Il y a les contacts au plus haut niveau politique, il y a les contacts entre les ministres, il y a les contacts au niveau industriel, mais il y a la base, ce qu'on appelait jadis le peuple. On dit maintenant la société civile, mais c'est la même chose. Ouais. Et c'est essentiel que notre relation a des bases solides, ancrées dans l'opinion publique, dans la société civile. D'ailleurs, je constate ça, que la société civile joue le rôle de plus en plus important dans la vie politique de tous les pays, que ce soit la Russie ou la France. On voit que les partis politiques traditionnels perdent un peu de leur influence au profit de la société civile. C'est pourquoi je crois que cette idée qui a été avancée, d'ailleurs, j'étais présent à cette rencontre entre Poutine et Macron, par Emmanuel Macron, c'est lui qui a proposé de créer cette société, ce forum. Et alors, Poutine a tout de suite accepté. Mais c'était une bonne solution, et j'espère qu'on va apporter notre contribution. Alors, le dialogue, la réconciliation entre les deux pays, du moins la réconciliation, approfondir le lien, mais vous êtes aussi l'homme qui a approfondi aussi la réconciliation entre
les deux Russies, la Russie Ouais. blanche avec l'immigration venue en France, les différentes immigrations, mais surtout l'immigration effectivement venue après 1917, après la chute du tsar, et puis la Russie, on n'ose plus dire rouge, mais la Russie soviétique, on n'ose plus dire communiste en fait, mais vous êtes beaucoup occupé de ça, de cette... de réintégrer la diaspora à l'intérieur du peuple russe, de la nation? Tout à fait. Non, j'en ai travaillé vraiment énormément puisque j'étais conscient de cette importance d'avoir cette réconciliation nationale entre deux Russies. La Russie blanche qui a été chassée d'une façon brutale de la Russie par les révolutions d'octobre et surtout par la guerre civile, et puis la Russie moderne, puisque, encore une fois, c'est le seul pays, il n'y aura pas d'autre Russie. Et je crois que j'ai beaucoup réussi, puisque, vraiment, j'en suis fier, les Russes blancs, entre guillemets, me considéraient comme leur ambassadeur. Et c'est vraiment, pour moi, été une grande dignité et reconnaissance. Comment est-ce que vous expliquez que l'immigration russe ait réussi à rester totalement russe, avec ses traditions, sa langue, sa foi, et en même temps qu'elle se soit totalement intégrée dans la société française, au point qu'il y a beaucoup de gens qui ignorent que tel ou tel eh bien, sont russes, l'ont été. Vous avez raison de souligner ce phénomène, et c'est vraiment important et assez unique. D'une part, il y a une très grande proximité culturelle entre la Russie et la France. Vous savez que pendant plus de 2 siècles, en Russie, le français était la deuxième langue. Oui, mais c'est le cas partout. Toute la noblesse parlait français. Et même la noblesse américaine parle français, vous savez. Moi, c'est un français un peu hésitant quand même. Mais je vous dirais, et c'est pour ça, c'est pas par hasard, puisque après la guerre civile, les Russes blancs, ils se sont partis dans différentes directions. Il y a eu une communauté à Prague, un peu en Serbie, en Berlin, mais finalement, ils se sont tous retrouvés en France, puisque par la langue française, ils se sentaient plus proches de la France. Mais quel est le secret de leur intégration? Mais l'intégration, les Russes sont des gens très ouverts. Ils sont très ouverts sur le monde. Ils s'adaptent facilement, puisque la Russie, dans son histoire, a connu tant de problèmes que les Russes ont acquis cette facilité d'adaptation. Ils peuvent s'adapter à n'importe quelle situation. La Russie, peuple martyr. Alors, vous racontez l'histoire de votre famille, et vous citez la première chose, quand vous racontez que vos grands-parents étaient paysans, et que du côté de votre mère comme de votre père, on a payé la grande saignée de la guerre patriotique. Vous avez perdu des deux côtés un oncle et une tante au cours de la guerre. Tout à fait, tout à fait. Non, je sais que la génération de mes parents a été très marquée par la guerre, par les pertes, puisque nous avons perdu 27 millions de morts, c'est-à-dire la moitié de toutes les pertes de la Deuxième Guerre mondiale étaient du côté russe. Et dans chaque famille, il y a eu des pertes, des morts. Et c'est pour ça que pour moi, et je transmets ça à mes enfants, ce souvenir, il est vraiment sacré. Ce sont nos racines. Et vous dites que la fête nationale devrait être le 9 mai, le jour de la victoire. Bien sûr. Moi, je pense que c'était le jour de la deuxième naissance de la Russie, qui a vaincu l'Allemagne hitlérienne, qui est venue, qui a attaqué mon pays, et c'était le grand jour de la victoire. Alors, la curiosité de votre témoignage, c'est vrai, Hélène Carrère-Dancos le dit en préface, c'est que vous parlez en héritier de l'Union soviétique, et vous montrez qu'on pouvait être heureux quand on était communiste, quand on était dans le système. Ce que vous avez été, vous êtes, parce que vos grands-parents étaient paysans, mais vos parents étaient communistes. Et votre père était un homme de l'appareil d'État, c'est un homme des organes, pourrait-on dire. Il était au KGB de l'époque? Non, il n'a pas été au KGB, non. Il était représentant à Paris, par exemple, il est du Forum mondial de la jeunesse démocratique. Oui, il a été... Alors, bon, mon père
avant la guerre, elle est entrée, ça je ne parle pas dans le livre, mais avant la guerre, elle m'a raconté qu'il a été admis à l'université de Moscou, à la faculté de la géographie. Et puis la guerre a éclaté, elle est allée sur le front, après elle est revenue. C'était déjà plus difficile de revenir à l'université. Il a fait ce qu'on appelait l'école du parti. Il avait une école pour les cadres du parti qui leur donnait une instruction supérieure. Ah oui, sa filière d'excellence, c'était pas les services de renseignement, ça a été le parti, en fait. Plutôt le parti. Et alors, c'est pour ça qu'en 1948, il a été envoyé comme le représentant de la jeunesse communiste soviétique à la Fédération mondiale de la jeunesse démocratique, dont le siège était à Paris. Oui, et qui était quand même un relais de quoi? Du Comintern? Soft Power? Comment est-ce qu'on peut dire ça? Soft Power n'existait pas encore. Un relais de Comintern peut-être, mais vous savez, il faut se retrouver dans cette atmosphère d'après-guerre. C'est la guerre froide. Non, pas du tout, c'était avant. C'est pas encore. Et il a eu vraiment, les gens ont retrouvé la liberté, la paix. La paix, c'était une atmosphère unique. Et alors mon père, avec cette Fédération mondiale de la jeunesse, a travaillé pour organiser dans plusieurs pays de l'Europe les festivals de la jeunesse. Et d'ailleurs, c'est très intéressant que grâce à un de ces festivals qui a eu lieu à Moscou en 1957, que j'ai choisi cette carrière qui m'a amené à la diplomatie. C'est ça qui est formidable dans votre ouvrage, c'est que vous êtes très loyal, en fait, très fidèle à l'héritage. Et vous dites même que l'hymne de cette Forum mondial de la jeunesse... Je le connais par cœur. Et que vous le récitez encore sous la douche, vous accompagnez toute votre vie, c'est votre musique intérieure. C'est mon père qui l'a chanté, et de lui, moi, je le connais par cœur. Et vous rendez vraiment hommage à beaucoup de choses de l'Union soviétique, notamment à l'éducation, dont vous faites grand cas, et vous dites que ça ouvrait l'esprit à l'intelligence, à la recherche. On croyait que c'était le bourrage de crâne. Plutôt, non, pas du tout. Non, ça, pas c'est du une caricature. Non, c'est une caricature. C'est vrai. Oui, Le bourrage du crâne, on le voit partout en France aujourd'hui, c'est la même chose. Mais on a donné quand même une très bonne éducation. Une très bonne éducation. Et d'ailleurs, mon père, pourquoi il est devenu communiste, il me disait, mais tu sais, mon fils, moi, mes parents étaient de simples paysans. Et si j'ai pu avoir cette vie intéressante, c'est grâce à la Révolution qui m'a donné l'accès à l'éducation. Le parti et l'éducation, c'était l'ascenseur social. Oui, si vous voulez, oui. Quand même. Bon. Oui. Vous dites d'ailleurs, en Union soviétique, pour réussir une carrière, il fallait jouer le jeu. Ouais. Comme d'ailleurs dans n'importe quelle autre société, même aujourd'hui, on ne choisit pas son époque, on y vit et on y meurt. Ça n'empêchait pas les gens de mener leur vie normale et d'être heureux. En fait, c'est l'apprentissage de la réelle politique. Mais c'est la quête du bonheur. Vous savez que le bonheur, il ne connaît pas les partis. Le bonheur, c'est quelque chose qui est très personnel. Et je sais que mes parents étaient très heureux. Ils étaient vraiment très heureux. Et d'ailleurs, je dois dire que grâce à mes parents, j'ai eu une enfance très heureuse puisque j'ai grandi dans une atmosphère de l'amour. Mais ça se voit. Ça se voit, justement. Oui, je dis que c'est essentiel. Vous êtes plutôt doué pour le bonheur, visiblement. Bah oui, bah justement, mais ça vient du fait que j'ai eu une enfance heureuse. Et je dis dans mon livre aussi qu'un des secrets du bonheur, c'est d'avoir une enfance heureuse. Ça vous donne de la force et de l'énergie positive pour toute la vie. Ambassadeur Orloff. Alors, ce qui est étonnant, vous avez été baptisé d'ailleurs, subrepticement et par une babysitter. Bon, j'ai été baptisé même 2 fois parce que je ne savais pas que j'étais baptisé avant. Mais d'ailleurs, c'est intéressant parce que vous dites que les idéaux communistes, c'était finalement le christianisme, les idéaux chrétiens. Ce qui est contre ça, parce que c'est quand même le christianisme devenu fou. C'est le christianisme sans Jésus-Christ, en tout cas. Bon. Mais il y a beaucoup de foi dans votre livre. Vous en parlez souvent, hein. La vôtre, on a l'impression que c'est le Petit Prince. Mais justement, vous m'avez posé la question pourquoi les Russes blancs ont su conserver leur identité, même vivant en France. Et c'est, je crois, le secret, c'est que la foi orthodoxe
Et les cultures russes font le seul. Et ça fait la force. C'est pour ça qu'ils ne sont pas disparus. C'est comme la communauté, effectivement, ça peut être assimilé à ce qui se passe avec Israël et avec les Juifs. Vous êtes de la génération qui a connu les années 60, c'est-à-dire ? Les années 60, c'était les années de Khrouchtchev, les années de la déstalinisation. Une sorte de dégel, de premier dégel. Le dégel, c'était le dégel. Oui. Otsipil, en russe, on dit le dégel. Et d'ailleurs, j'ai eu aussi la chance de très bien connaître le grand poète soviétique Yevgeny Yevtushenko, alors que j'admirais quand j'étais encore lycéen. Et puis, quand j'étais ambassadeur, je l'ai invité 3 fois à venir à Paris. Et j'ai beaucoup sympathisé. C'est un des gens des années 60. C'est ça chantre qui est formidable. de la liberté. Les ambassadeurs sont quand même des sortes de princes qui vivent comme des lords anglais dans le monde, qui peuvent inviter dans leur palais des gens des intellectuels ou des artistes qu'ils admirent. Ça fait rêver. Mais tout le monde ne le fait pas, malheureusement. Alors, vous dites que l'Occident a raté le rendez-vous au moment de la perestroïka, au moment de Gorbatchev, et qu'il y a une forme de naïveté pour n'avoir pas de la diplomatie russe, pour n'avoir pas obtenu que l'OTAN s'arrête à la frontière allemande, en fait, et que la réunification se fasse sur le dos de l'Union soviétique. C'est ça l'idée ? Tout à fait. C'est ça l'idée, puisque moi, j'ai vécu ces années extraordinaires à Paris. J'étais en poste à Paris pendant le chute du mur de Berlin, pendant ces révolutions de velours dans les pays de l'Europe de l'Est. Et j'ai senti ce vent des changements qui soufflait sur l'Europe. Et Gorbatchev, qui était d'ailleurs aussi l'enfant des années 60, du dégel, il rêvait que la Russie, l'Union soviétique, retrouve sa place dans la famille européenne, d'où son idée de maison européenne commune. Qui plaît à Mitterrand. Tout à fait. Il l'invente même. Mais ça n'a pas marché, puisque malheureusement, en face de lui, il avait des gens qui étaient beaucoup moins rêveurs que lui, beaucoup moins romantiques, qui étaient trop cyniques. Et d'ailleurs, quand je parle de l'OTAN, vous savez que les pays de l'OTAN, Baker, par exemple, le secrétaire d'État américain, il a dit à Gorbatchev, mais écoutez, non, l'OTAN ne va pas aller vers vos frontières, non. Parole verbale. Et Gorbatchev a eu cette naïveté de le croire à parole. On n'a jamais signé ça. La faute de C'était Gorbatchev. vraiment une faute de Gorbatchev. Bon. Alors, puisque vous parlez de romantisme et que vous parlez de la guerre, on va regarder des images. Parce que vous racontez que vous faisiez, quand vous êtes arrivé en France, le tour des cimetières pour aller honorer la mémoire des combattants russes tombés. Il y en a eu 3000. Moi, j'ignorais qu'il y a eu 3000 pendant la Seconde Guerre mondiale, 3000 Russes qui étaient morts en France, des Russes blancs et des communistes aussi. Et puis, il y a eu d'autres compagnonnages, d'autres fraternités d'armes entre Français et Russes. Et on a exhumé, il y a quelques jours, quelques semaines, en Crimée, le cercueil d'une centaine de soldats, les restes d'une centaine de soldats français tombés lors du siège de Sébastopol. Alors ça nous renvoie à Napoléon III, ça nous renvoie à 1854, 1855. Et donc, les restes d'un certain nombre de ces soldats ont été retrouvés à l'occasion d'un chantier et ils ont été très solennellement, vous le voyez, inhumés. Il y avait là cette magnifique Daria Davidova qui est une cantatrice, il y avait un évêque catholique, une fanfare, le gouverneur de la ville, un détachement de cosaques. Et on se souvient que, à l'occasion que ces Français ont combattu avec les Britanniques et les Italiens pour empêcher le tsar de prendre aux Ottomans les Balkans et Istanbul. Il y a quand même un retour de l'histoire. Et 95 000 Français sont morts en Crimée. C'est extraordinaire de voir l'histoire qui revient. On ne sait jamais ce que le passé nous réserve, en fait. Je vous dirais aussi que cette séquence, il nous rappelle quand même que la Crimée était toujours russe.
qu'on n'a pas annexé la Crimée, puisque la jamais guerre de Crimée était contre la Russie et pas contre l'Ukraine. Elle n'a jamais cessé d'être russe. Voilà. Mais alors... À partir d'un certain moment... Mais ça, c'est un verrou incroyable dans les relations entre, aujourd'hui, l'Europe, l'Union européenne et la Russie, le fait d'avoir mis les sanctions sur l'indépendance de la Crimée, le rattachement de la Crimée. C'est complètement stupide, puisque pour moi, parce qu'il faut toujours faire la comparaison pour que les gens comprennent mieux, l'histoire de la Crimée, c'est l'histoire de l'Alsace-Lorraine en France, que vous avez aussi perdu et récupéré dans votre histoire. C'est absolument la même chose. Un mot comme une dernière question. Est-ce que vous diriez « je suis Charlie » ? Non, je n'irai pas jusque-là. Je ne dirai parce que là, je vous dirai pourquoi. Bien sûr, je condamne tout ce qui a été fait contre Charlie Hebdo avec le pauvre professeur qui a été décapité. Ce sont des choses affreuses. Mais je parle de l'expérience de mon pays où il y a une coexistence pacifique et centenaire entre les musulmans et les chrétiens. Ils vivent en paix ensemble. Et quand on dit qu'il y a un des principes républicains, c'est la liberté d'expression, je suis tout à fait d'accord avec ça, mais il y a aussi la liberté de conscience. Et c'est pourquoi, quand on dit liberté du blasphème, j'ai beaucoup de questions. Je pense qu'il ne faut pas provoquer les autres, puisque ça divise la nation française. Est-ce que vous avez intérêt à diviser votre nation? Non, bien sûr que non. C'est une erreur. C'est pour ça que je ne dirais pas que je suis Charlie, mais je suis contre cette haine et pour une cohabitation pacifique et harmonieuse entre différentes communautés, que ce soit en Russie ou en France. Les conseils et les mémoires d'un ambassadeur russe à Paris, c'est paru chez Fayard. Merci Alexandre Orloff. Ainsi va le monde sur Télé Sud. À très vite.